Je vous propose donc de découvrir à travers cette vidéo le fonctionnement général de ce très bon logiciel de développement négatif numérique qui est Camera Raw. Alors attention, on n'est pas dans un module expert avancé. L'idée est vraiment de découvrir son fonctionnement général et vous allez surtout très vite comprendre que ce logiciel, qui est encore une fois un très bon logiciel de Camera Raw, comme on va le découvrir au niveau du développement, qui a exactement les mêmes capacités techniques, qui propose exactement les mêmes outils que Lightroom, est un logiciel qui, pour moi, ça c'est mon sentiment, est un logiciel qui est très vite accessible. On peut le prendre en main très rapidement. Pourquoi? Car il est uniquement axé sur la partie développement. C'est-à-dire que il n'y a pas toute la complexité que peut proposer Lightroom. Là, il est vraiment fait que pour développer. Et donc, il nous propose un panel donc d'outils axé développement et je trouve beaucoup plus accessible. Cette vidéo a aussi pour but, pour les personnes qui viennent donc de l'utilisation de Lightroom, les habitués de Lightroom, de pouvoir aussi se retrouver donc dans ce très bon logiciel, puisque on a exactement les mêmes outils, sauf qu'ils sont pas forcément positionnés au même endroit. En gros, si vous prenez le volet développement de Lightroom, vous allez pouvoir faire le parallèle très facilement et très rapidement avec ce très bel outil de développement Camera Raw, en tout cas sur ces outils. Alors je vous propose maintenant de partir à sa découverte. Je suis sur Bridge, j'ai sélectionné donc ma photo, celle-ci, celle qu'on va développer sur la partie développement, et il suffit tout simplement de double-cliquer dessus, ou alors de faire CTRL ou commande clic droit de votre souris. Vous avez accès donc à différents réglages, et vous faites ouvrir avec Adobe Photoshop 2023, puisque c'est la version que j'ai. Ou alors tout simplement, vous double-cliquez dessus, c'est beaucoup plus rapide, automatiquement, puisque c'est le circuit naturel de Camera Raw. Camera Raw est un outil qui est donc joint à Photoshop, les deux fonctionnent ensemble, puisque vous n'avez pas accès à l'application elle-même Camera Raw. Camera Raw est, on va dire, attribué à Photoshop et les deux fonctionnent. Donc quand vous double-cliquez dessus, automatiquement, Camera Raw qui s'ouvre et par la suite, automatiquement, bien sûr, Photoshop, puisque c'est le circuit naturel de ce flux de production. On se retrouve donc sur le panel de développement de Camera Raw. Et donc là, tout de suite, on remarque qu'on a exactement ou quasiment les mêmes volets de développement, donc les mêmes outils de développement que Lightroom. Alors certains ont changé de nom, comme mélangeur de couleurs, vous voyez, qui en réalité correspond bien à TSL, vous voyez, teinte, saturation, luminosité. Sur Lightroom, ça porte pas le même nom, ça porte le nom de TSL. Ici, ils l'ont appelé mélangeur de couleurs, mais bon, c'est exactement le même fonctionnement. Donc là, vous avez un ensemble d'outils, donc de volets d'intervention qui vont permettre de développer nos images. Et moi, j'ai pour habitude, après c'est, encore une fois, je partage avec vous mon expérience, moi j'ai pour habitude de transformer, enfin de modifier, on va dire l'ordre de ces volets d'intervention, puisqu'on a réglage de base, courbe, détail, etc. Mais moi j'ai pour habitude de personnaliser ça. Et on peut, bien sûr, le personnaliser comme on peut le faire aussi sous Lightroom. Il suffit tout simplement de faire CTRL-clic ou clic droit de votre souris, ici, et vous avez modifié les panneaux à afficher. Voilà, les voici. Et donc là, vous avez la possibilité de décocher, donc de faire disparaître donc les volets qui ne sont pas forcément intéressants, qui ne sont pas forcément utiles, puisque nous n'avons pas la même façon de travailler. Moi, je sais que par exemple, étalonnage, je n'utilise jamais dans mes fonctions de travail. C'est pas un outil qui m'est vraiment utile. Color grading, c'est pareil, même s'il existe, même si c'est un très bel outil, je n'utilise jamais dans ma façon de travailler. Je préfère gérer moi-même mes couleurs en travaillant par zone, etc., plutôt que de travailler sur la globalité de l'image. Après, encore une fois, à chacun de fonctionner en fonction, bien sûr, de sa méthode de travail. Donc là, on peut, bien sûr, réorganiser tout l'ensemble. Moi, j'aime bien, dans ma logique de travail, donc dans ma façon de travailler, je commence toujours par le volet supérieur, tout en haut, et je descends, donc tout en bas. C'est une logique de travail qui est la mienne. Après, à vous de la prendre en compte, ou vous en inspirer, en tout cas. Moi, j'aime bien, donc, dans un premier temps, dans ma façon de travailler, je vais régler tout ce qui est optique. Donc, vous voyez, vous cliquez dessus. Et là, avec la flèche supérieure, donc vers le haut ou vers le bas de votre clavier, vous remontez, vous voyez, je mets optique juste en dessous de profil. C'est-à-dire que dans ma logique de travail, dans un premier temps, je vais régler donc mon choix de profil. On va découvrir ça après en développer. Ensuite, je fais les optiques. Ensuite, j'aime bien vérifier la géométrie quand, bien sûr, elle est nécessaire. Par exemple, en paysage, nature, on n'a pas forcément besoin de travailler sur la géométrie, la convergence d'optique, les déformations d'optique, plutôt en architecture ou en espace urbain. Mais moi, j'aime bien la positionner juste en dessous, donc des optiques. Vous voyez, profil, optique, géométrie. Ensuite, j'ai réglage de base. Et je trouve que cet ordre, pour moi, est tout à fait logique. J'aime, dans un premier temps, choisir mon profil. Ensuite, régler tous les problèmes, optimiser, on va dire, techniquement mon fichier,
avec les problèmes d'optique, aberration chromatique et aberration d'optique. Ensuite, régler la géométrie des convergences d'optique quand on est dans un visuel qui le nécessite. Et ensuite, on passe au réglage de base. Et ensuite, vous avez courbe ici, vous avez détail. Et moi, détail, c'est pareil, j'aime bien optimiser donc le piqué de mon image avant de commencer à traiter mon image. Donc, je remonte et je vais le positionner juste ici, vous voyez. Profil, optique, détail, géométrie et réglage de base. Et ensuite, j'aime bien mettre en dessous donc ce qui correspond donc au mélangeur de couleurs qui correspond donc à la version TSL de Lightroom. Et là, j'aime bien positionner juste en dessous. Donc, profil, optique, détail, géométrie, réglage de base, mélangeur de couleurs. Et après, vous avez les effets. J'utilise jamais ça. Donc, on va dire les paramètres effets, étalonnage, je vais les garder pour dans le cadre de cette formation. Mais vous verrez que au niveau de mon développement, sur la partie développement, ils sont désactivés puisque c'est pas quelque chose que j'utilise dans mon quotidien. En tout cas, après, à vous de faire vos choix. Vous avez donc color grading et courbe. Et donc là, je fais OK. Et vous voyez, donc j'ai bien l'optique. Hop. Détail, géométrie, réglage de base, mélangeur de couches, courbe, color grading, effet, étalonnage. Donc là, c'est l'ordre qui correspond à ma façon de travailler, que je trouve tout à fait logique, car pour ma part, je considère qu'il est très important de régler tous les problèmes techniques, liés à l'optique, au détail, à la géométrie, avant d'attaquer vraiment tout ce qui est ajustement et réglage colorimétrique, densité, en fin de compte, donner un supplément d'âme à nos images, toute la partie développement. Ensuite, courbe, color grading, effet, étalonnage, bon voilà, ce sont des choses qu'on utilise ou pas. Donc après, si vous venez de Lightroom, vous avez tout de suite fait le rapport avec tous ces volets-là, puisque c'est exactement la même chose. Vous avez compris, on va commencer par optique, supprimer les aberrations chromatiques, utiliser les corrections donc du profil, de l'optique utilisée, 1635, Adobe, donc là, il n'y a rien de nouveau. Là, la suppression du vignettage, moi j'aime bien le remettre, puisque je trouve que ça donne un supplément d'âme, un caractère à ma photo. Encore une fois, c'est un choix personnel. Ensuite, vous passez sur les détails. Je suis en 1635 f2.8, je connais parfaitement mon optique et je sais que je peux monter largement jusqu'à 80. Et alors attention, tout ce qui est travail d'accentuation de la qualité piqué, contraste, micro-contraste de l'image, tout ce travail est très intéressant, mais attention, tout ce qui va valoriser ce qui est bien dans votre photo va aussi valoriser ce qui est mauvais. Si votre image elle est floue, vous aurez beau vous acharner sur tout ce qui est récupération des détails, votre image restera floue. Donc attention. C'est bien de travailler sur tout ce qui est récupération de piquets d'image, amélioration, mais encore une fois sur des images qui en valent la peine, qui ont une certaine qualité optique, donc qui méritent l'intérêt d'être améliorées à ce niveau-là. Si votre image est légèrement floue, à la rigueur, gardez-la comme telle quelle, sans vouloir récupérer quoi que ce soit, puisque au moins votre image restera un petit peu floue, mais en tout cas, vous n'aurez pas la sensation d'avoir une photo qui a été torturée pour récupérer du piqué. Donc à la rigueur, gardez la naturalité de votre prise de vue. Donc là, gain de netteté à 80, j'appuie sur Alt ou Option de mon clavier, hop, et j'active le masquage, et là je vais tout simplement décider des zones qui vont être impactées par ma récupération de piqué. Voilà, ici. Ouais, hop. Je pense que c'est suffisant. Donc encore une fois, ce qui est blanc sera impacté, ce qui est noir ne le sera pas. On est dans la logique d'un masque luminosité donc de Photoshop. Je pense que là c'est pas mal. Ok, réduction du bruit, pas besoin, on est ISO 100. Ensuite on a la géométrie qui va nous permettre donc de récupérer la verticalité de certains éléments. Quand vous êtes par exemple dans l'espace urbain avec des immeubles, quand vous avez des éléments de composition qui nécessitent d'être dressés comme des poteaux, etc. Là c'est pas le cas. Je vois une petite déformation sur la maison de pêcheur puisque je suis en légère contre-plongée. Donc il y a une petite légère déformation, mais ça nécessite pas forcément de la rectifier. Mais en tout cas, vous avez exactement les mêmes modules d'intervention que sur Lightroom. Vous pouvez récupérer en horizontalité, recadrer, agrandir, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est exactement le même fonctionnement. Ensuite, vous avez le volet réglage de base, celui qu'on va utiliser pour pouvoir donc ajuster globalement, puisque là, on est sur un travail global de l'image. On verra ça au développement. Ensuite, vous avez mélangeur de couches, donc TSL. Donc ça, c'est exactement le même outil. Vous avez couleur. Vous choisissez la couleur que vous voulez impacter, ou là vous faites général, TSL, et vous avez donc teinte, saturation, luminance et tout. On est exactement dans les mêmes procédés, la même intervention que sur Lightroom, et vous avez bien sûr l'outil cible qui est ici. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Ensuite, vous avez le volet courbe qui permet, donc encore une fois, de travailler donc sur la densité globale de l'image. Vous voyez, donc c'est le haute basse lumière, donc demi-ton, après c'est un choix.
Autre chose au passage, comme pour Lightroom, si vous appuyez sur Alt ou Option, vous avez automatiquement ici, vous voyez, ça apparaît ici, réinitialiser la courbe pour remettre à zéro, donc l'intervention sur le volet courbe. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Tous ceux qui viennent de Lightroom, vous êtes très à l'aise là-dessus, je pense, et tous ceux qui découvrent. Donc vous avez vu, c'est quand même assez facilement accessible. Vous voyez le color grading, pareil. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Effet, vignettage, vous voyez, vous pouvez rajouter du vignettage ou pas. Donc après, vous voyez, il n'y a pas non plus de... C'est pas un outil que j'utilise personnellement. Jamais d'ailleurs. Donc souvent, je le désactive. Et vous avez l'étalonnage. Tout ce qui est volet d'intervention, on est exactement sur la même chose que Lightroom. C'est exactement les mêmes outils. Ils sont pas forcément en place. Ensuite, vous avez ici le choix du profil. Vous voyez, donc moi, j'utilise soit Adobe Standard ou appareil une photo neutre, qui correspond donc à la prise de vue de mon appareil. C'est un Canon 5D Mark III. Mais vous voyez, j'en ai que deux parce que j'ai désactivé. Enfin, j'utilise quasiment que cela, puisque dans mon travail, après, encore une fois, ce choix-là est un choix personnel. Après, c'est à vous aussi de faire vos propres choix. Mais vous pouvez, par exemple, en venant ici, donc vous voyez, là où il y a une étoile, ça correspond donc au profil que j'ai mis dans mes favoris pour y avoir accès plus rapidement. Mais vous pouvez bien sûr les désactiver ou les réactiver en fonction de vos besoins. Vous avez donc tout ce qui correspond au profil d'Adobe, donc RAW, vous voyez, Adobe Standard. Les autres, j'utilise pas trop puisque la plupart du temps, je les trouve un peu excessifs. Ça correspond pas à ma méthode de travail. À vous de faire vos propres choix créatifs. Moi, je suis plutôt de la personne je fais partie de cette génération qui préfère maîtriser totalement ma photo, puisque j'ai un univers qui est le mien, que j'ai développé durant toutes ces années, donc il est hors de question d'utiliser des modèles, donc des profils couleurs qui ne sont pas les miens. Donc après, là-dessus, c'est pas une critique, c'est à vous de faire vos propres choix. On fait retour, et donc moi je choisis de travailler avec, vous voyez, Adobe Photo Neutre, qui correspond donc à mon boîtier. Vous voyez, là vous avez Adobe Standard, qui est un peu plus neutre, et vous avez Appareil Photo Neutre, qui correspond à mon boîtier. Et vous avez ici donc des outils comme Auto, c'est-à-dire que ça permet donc d'après des algorithmes et des profils couleurs de calibrer tout de suite votre photo. Bon, après pourquoi pas, mais c'est pas mon truc, noir et blanc, voilà. Ici, si vous voulez travailler en noir et blanc, et là vous avez la fonction HDR, vous pouvez activer ou désactiver, mais attention, cette fonction n'a d'intérêt que sur des écrans qui sont capables de supporter ce format-là. Mais encore une fois, c'est la technologie un peu avancée qui est au tout début, qui va nous permettre d'augmenter la dynamique de notre image sur un affichage écran, mais toujours avec cette problématique après de l'impression. Alors attention à cet outil, pour l'instant, voilà, j'en parle pas trop, c'est quelque chose qui débute maintenant, mais qui est avant tout lié, encore une fois, à de l'affichage écran, avec toute la problématique, donc des photos à forte dynamique de lumière, car pour moi, les photos doivent être imprimées. En tout cas, moi, j'imprime mes images, et donc pour l'instant, je préfère pas jouer avec ça. On continue notre découverte. Vous avez l'outil recadrage, donc habituel, rien de nouveau. Vous avez ici les outils donc qui vont permettre de supprimer des éléments de composition, des détails. Alors c'est pareil, pour moi, ces outils-là, même si ils existent sur Camera Raw, puisque ce sont les mêmes que Lightroom, n'ont strictement aucun intérêt sur Camera Raw. Pour une très bonne raison, autant je peux le comprendre sur Lightroom, pour les personnes qui n'utilisent pas Photoshop, mais quand on développe une image sur Camera Raw, c'est forcément pour arriver sur Photoshop. Et les outils d'intervention, très clairement, de gestion d'images, donc de copie de pixels, sont bien plus performants, mais vraiment de très très loin sur Photoshop. Donc pour moi, je vois pas l'intérêt d'utiliser ça sur Camera Raw, alors que mon image va forcément aller sur Photoshop, et donc autant utiliser les outils de tampon et les outils matière donc proposés par Photoshop. Mais en tout cas, ils sont là. On continue, et si on clique sur cette icône, on va activer donc l'outil de gestion et de création de masques par sélection. C'est-à-dire que grâce à cet outil basé sur l'intelligence artificielle, donc l'AI, c'est vrai que à ce niveau, Lightroom et Camera Raw ont considérablement évolué, puisque on va dire que le travail de sélection est beaucoup plus facilité grâce à l'intelligence artificielle, et c'est tant mieux. Et globalement, je trouve que c'est assez bluffant. Alors bien sûr, comme tout outil basé sur l'AI, il y a aussi les limites. En tout cas, il y a sur certaines images que j'ai travaillées, ça ne fonctionne pas aussi bien que ça. Mais en tout cas, on verra que sur cette image, donc sur le développement qu'on va appliquer, donc sur la partie développement créatif, la fonction, donc cette fonction donc basée sur l'AI fonctionne quand même relativement bien. Et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, avant de continuer avec 2-3 tests rapides pour tester l'AI sur cette prise de vue paysage, donc avec des modes sélectifs automatiques, vous remarquerez juste ici qui est indiqué personne et un petit message d'alerte, impossible de sélectionner des personnages dans cette photo. Voilà, c'est-à-dire que vous l'avez compris, vous pouvez aussi, dans le cas d'une photo portrait, par exemple avec une personne, activer l'AI
Et cet outil sera aussi très performant puisqu'il est capable de détecter les yeux, les cheveux, le nez, les joues, etc., le cou. Donc c'est assez bluffant. Donc là, j'ai pas d'exemple de portrait puisque on est sur une approche plutôt paysage, mais en tout cas, ça fonctionne assez bien. Et on peut donc assez facilement, en cliquant sur le bouton sujet, donc automatiquement l'AI va identifier la cabane de pêcheurs comme le sujet principal de ma compo. Alors, il a aussi sélectionné le rocher, mais ça, c'est pas un problème. On va voir ça au niveau du développement. On peut bien sûr aussi, avec le bouton, soit cliquer sur le bouton pour activer la sélection du ciel ou tout simplement parcourir le menu déroulant. Ensuite, on peut aussi sélectionner l'arrière-plan. Donc là, en tout cas, ça s'appelle arrière-plan, mais dans cet exemple, on disait plutôt que c'est le premier plan de mon image, mais en tout cas, globalement, ça fonctionne quand même pas mal. Donc là, on va découvrir ça après par la suite au niveau, bien sûr, encore une fois, de l'intervention qu'on va faire au niveau de notre image. Vous avez ici le panel d'information avec l'histogramme. En dessous, vous avez anti-yeux rouge, pareil que sur Lightroom, pour quand vous avez du portrait et que les yeux, vous avez un point rouge sur les yeux, ça se supprime assez facilement. Ici, vous avez l'instantané, c'est-à-dire qu'à tout moment du traitement, on va développer ça, on va découvrir ça au niveau du développement, à tout moment de mon intervention, on peut créer des instantanés, donc des sortes d'images figées, pour pouvoir faire du comparatif. Si vous partez sur 1 ou 2 heures de travail, des fois c'est bien de pouvoir faire des comparatifs assez facilement. C'est comme un historique avec des stades d'évolution qu'on va pouvoir créer au fur et à mesure. Ensuite, vous avez le volet paramètres prédéfinis. Vous l'avez compris, c'est là où on va mettre les presets. Alors, les presets, ce sont des paramètres donc prédéfinis, des pré-réglages de votre image, soit liés à un photographe, puisque certains photographes vendent leurs presets, c'est-à-dire que ce sont des traitements automatisés de votre image selon leur univers. Moi, je suis pas fan du tout de ça, mais pourquoi pas, ça existe. Et vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de créer vos propres paramètres prédéfinis. Encore une fois, pour automatiser toute une séquence de prise de vue quand vous avez toute une série à traiter sur la base d'un traitement qui est le vôtre, donc votre univers. Vous pouvez tout simplement créer votre propre preset pour l'appliquer à toute une série. Mais sinon, vous avez de base, avec Camera Raw, tout un ensemble, vous voyez. Il y a quand même pas mal, nourriture, paysage, donc il y a pas mal de choses. En tout cas, ça existe et c'est là. Ensuite, vous avez ici des réglages qui sont plutôt liés au fonctionnement général de Camera Raw. Appliquer des paramètres précédents, c'est-à-dire que si vous avez traité une image avec une certaine intervention, vous pouvez les réappliquer à une autre photo. Vous pouvez créer un instantané, puisque c'est ce qu'on va faire aussi au niveau développement. Créer un paramètre prédéfini, votre propre paramètre prédéfini, donc votre propre preset lié à votre univers, les copier, enfin voilà, charger les paramètres. Vous pouvez donc aller en chercher, si vous achetez des paramètres de tel ou tel photographe, donc si vous achetez tel ou tel preset de tel photographe, vous pouvez les télécharger et les mettre en place ici, les enregistrer l'image, donc avec des modules d'export, comme un peu sur Lightroom, accentuer, qui vous permettent de faire la super résolution, donc d'augmenter considérablement la résolution de votre image. Alors attention, encore une fois, en toute franchise, faites attention à cet outil. C'est bien gentil d'augmenter la résolution de votre image, mais si votre image n'a pas la qualité optique et la qualité en termes de matière pixel suffisamment bonne pour supporter ce genre d'arrondissement, en fin de compte, vous allez agrandir une image qui est moyenne. Donc faites attention, puisque vous déjà, vous voyez, c'est la loupe, ici, vous voyez, ça c'est mon image de base, et avec la super résolution, vous voyez, on a déjà des artefacts, on a aussi des aberrations chromatiques, des franges qui apparaissent. Donc attention à ça, à cet outil. Alors personnellement, je ne l'utilise jamais. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais en tout cas, c'est là, et à vous de faire vos propres choix. Et je pense qu'on a fait, oui, exporter les paramètres vers XMP. Donc XMP, c'est un micro fichier qui va se mettre à côté de votre négatif numérique, qui va tout simplement mémoriser vos interventions. Donc vous pouvez l'exporter en tant que fichier unique, par exemple pour l'archiver ou l'envoyer à quelqu'un. Ensuite, vous avez la loupe, vous avez la main pour vous déplacer, vous avez la pipette ici qui permet donc d'échantillonner, d'aller chercher des valeurs, de les mémoriser. Vous pouvez aussi activer l'affichage donc d'une grille si vous travaillez par exemple en architecture et que vous cherchez des symétries parfaites. Vous avez ici l'accès donc aux préférences de Camera Raw. Alors globalement, en toute honnêteté avec vous, les paramètres de base standards sont très bons, à part si vous avez des petites spécificités, mais globalement, les paramètres par défaut de Camera Raw sont très bons au niveau des préférences. Et là, le plus important, c'est le workflow. C'est là où vous allez tout simplement paramétrer la relation entre Camera Raw et Photoshop par défaut. C'est-à-dire que moi, par défaut, j'ai fait le choix de travailler avec l'Adobe RGB, donc 90, qui est l'espace couleur par défaut, qui correspond à mon flux de production, 16 bits par couche. Et c'est pour moi un des très gros avantages proposés par Camera Raw par rapport à Lightroom, c'est que vous n'avez pas la possibilité sous Lightroom de choisir l'espace colorimétrique d'affichage de votre image sur votre écran. Il est imposé. Tandis que quand vous êtes sous Camera Raw, vous pouvez le choisir, vous cliquez ici,
Et là, vous lui dites, eh ben, je veux travailler en sRGB. Vous faites OK. Et automatiquement, l'affichage donc de l'image sur votre écran, sur la plateforme de gestion et de développement des négatifs numériques qui est Camera Raw, est basé sur l'espace sRGB. Je peux bien sûr revenir en arrière et prendre l'Adobe RGB. Ça veut donc dire concrètement qu'en choisissant comme espace couleur par défaut, qui est donc l'Adobe RGB 98, sur ma plateforme de développement Camera Raw, l'ensemble du traitement créatif que je vais appliquer à cette prise de vue négative sera basé sur cet espace couleur. Et en plus, ça simplifie encore plus les choses puisque c'est aussi l'espace couleur que je vais choisir pour développer mon négatif numérique et l'envoyer vers Photoshop. Et donc au final, j'ai un workflow, un flux de production totalement cohérent puisque l'espace couleur par défaut utilisé par Camera Raw pour la partie développement et l'espace couleur d'export est exactement le même. Ce qui n'est pas possible avec Lightroom puisque Lightroom nous impose par défaut l'équivalent de l'espace couleur Pro Photo. Et si on veut par exemple simuler un résultat d'export, par exemple faire l'Adobe RGB ou le sRGB, on devra utiliser donc la fonction épreuvrage d'écran. Sous Camera Raw, on n'a pas besoin de tout ça. Vous avez aussi la possibilité d'activer ou de désactiver l'affichage de l'icône de l'image qui est en traitement. Alors là, j'en ai qu'une, mais je peux en avoir une dizaine, pas de problème. Et d'ailleurs, vous pouvez les classifier après, donc fichier, date de capture, etc. Et vous avez ici, donc, annotation via le système d'étoiles qui permet donc, encore une fois, de noter, un peu que sur Lightroom, mettre 4, 3 ou 5 étoiles, donc en fonction de votre choix d'image. Et vous bien sûr aussi poubelliser, donc mettre à la poubelle si votre fichier ne vous correspond pas ou si vous trouvez qu'il n'a pas d'intérêt. Vous pouvez directement le mettre dans votre poubelle. Donc voilà, le fonctionnement général, je pense que c'est pas mal. Ça vous permet de dégrossir ça et surtout, je voulais à tout prix vous le proposer car pour ceux qui sont plutôt dans la découverte et aussi bien sûr pour ceux qui viennent plutôt de Lightroom et qui ont peut-être besoin d'un petit ajustement pour faire plus facilement, encore une fois, la correspondance entre les outils Lightroom et ceux de Camera Raw. Et vous l'avez vu, c'est exactement les mêmes, sauf que ils sont pas positionnés exactement au même endroit. Mais surtout, en conclusion, sur cette découverte, je trouve que l'approche, pour une personne qui débute, l'approche de Camera Raw est beaucoup plus simple, puisque vous l'avez vu, on a quasiment donc que le volet développement avec des choix d'outils qui sont vraiment axés donc développement et qui sont plutôt très intéressants. Voilà donc pour cette présentation rapide sur le fonctionnement général de Camera Raw. Alors si bien sûr vous voulez aller un peu plus loin en découvrant les applications créatives de ces outils sur un exemple de prise de vue comme cette photo réalisée en Irlande, je vous donne rendez-vous sur mon site www.j'adorelaphoto.com. Vous aurez donc accès à la totalité de cette formation, donc accès 100% créativité Camera Raw et bien sûr aussi à d'autres contenus, donc tutos, formations CPF, etc. Je vous dis donc à très bientôt.